messieurs, je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur Gérard Haraud, accompagné du général de division Potier, directeur de l'école de guerre. Mon général, mesdames et messieurs les officiers, mesdames et messieurs, monsieur l'ambassadeur, bienvenue dans cet amphithéâtre Foch de l'école militaire et merci de nous faire l'honneur d'avoir répondu à notre invitation pour cette conférence. Votre intervention s'inscrit dans le cycle des conférences de l'école de guerre, qui accueille des personnalités apportant un regard neuf sur le monde et permettant de compléter le socle de formation délivré dans ces murs. Je suis le lieutenant-colonel Gelot, membre du comité des conférences de l'école de guerre, et il me revient l'honneur de vous présenter à votre auditoire. Vous êtes un diplomate chevronné à la carrière riche et variée, ayant servi la France pendant 37 ans avant de prendre votre retraite en 2019. À votre sortie de l'ENA en 1982, c'est en Israël que vous débutez votre carrière diplomatique en tant que conseiller politique à l'ambassade de France à Tel Aviv. À votre retour à Paris, fort de cette première expérience, vous êtes en charge du Moyen-Orient au sein du CAPS, le Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Puis, vous vous retrouvez conseiller à l'ambassade de France à Washington, toujours en charge des dossiers sur le Moyen-Orient jusqu'en 1991, date anniversaire de la signature des accords d'Oslo qui marque la fin de la première intifada. Après un court passage sur Paris, notamment au cabinet du ministre de la Défense de l'époque, François Léotard, en tant que conseiller diplomatique, vous êtes nommé ambassadeur auprès d'Israël par le président Chirac en 2003, alors même que la deuxième intifada fait rage. En 2006, vous êtes nommé secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et représentez parallèlement la France dans les négociations sur le nucléaire iranien. Encore un autre sujet brûlant d'actualité. Enfin, vous terminez votre carrière diplomatique aux USA sur 2 postes aussi prestigieux qu'exigeants, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité et chef de la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à New York de 2009 à 2014. Puis, de 2014 à 2019, ambassadeur de France auprès des États-Unis à Washington, où vous officierez sous les mandats des présidents Obama puis Trump. De nombreuses personnes ici présentes vous connaissent probablement grâce à vos interventions régulières dans les médias, la presse écrite ou via les nombreux livres dont vous êtes l'auteur. Citons au passage votre dernier ouvrage, dont le titre pourrait faire l'objet d'une autre conférence à lui tout seul, Israël, le piège de l'histoire. Votre expertise reconnue sur cette région du monde fait de vous un client de choix, si vous me permettez l'expression, pour les médias traitant de l'actualité. Mais cela fait également de vous une cible, tant il est devenu difficile de s'exprimer sur certains sujets sans déchaîner les discours de haine. Citons par exemple, complètement au hasard, le conflit israélo-palestinien, pour lequel vous écriviez déjà en 2019 qu'un des mystères reste sa capacité à mobiliser les opinions publiques et à faire perdre aux diplomates leur impartialité. Ce soir, nous faisons ici, collectivement, le pari de l'intelligence, de l'écoute et du dialogue, dans le respect de celui qui s'exprime, que ce soit sur le podium ou dans l'amphithéâtre. Merci à tous de respecter la sérénité du débat et la neutralité de ce lieu, afin que nous puissions ensemble surmonter le torrent des passions. Monsieur l'ambassadeur, je vous cède respectueusement la parole. Merci mon colonel, mon général, amiral, messieurs les officiers, mesdames, messieurs. C'est un plaisir de me retrouver devant vous. Je vais vous proposer, au fond, une sorte de conférence, ou plutôt de conversation de méthodologie. Alors, je dis méthodologie parce que j'espère qu'un certain nombre d'entre vous en seront immédiatement découragés et quitteront la salle. Et pourquoi parler de méthodologie? Parce que, d'une certaine manière, nous venons de vivre 2 conflits, et nous vivons 2 conflits maintenant concomitants. D'abord l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et ensuite le conflit autour de Gaza. Et j'ai été extrêmement frappé de voir à quel point, au sein de l'opinion publique, mais aussi parmi les commentateurs sur les plateaux télévisés où j'allais parfois, il y avait une confusion absolue entre l'analyse et l'opinion. C'est-à-dire qu'aussitôt, on se précipitait pour dire un tel a tort, un tel a raison, et que l'on passait assez facilement sur je dirais, l'étape de l'analyse.
j'estime et j'ai toujours pensé au cours de ma carrière qu'avant d'émettre une opinion, il fallait peut-être analyser la situation. Et je constate que j'ai constaté à 2 reprises que ce n'est absolument pas le cas. Et donc c'est pour la raison pour laquelle je vais essayer de centrer un petit peu mon intervention. Évidemment, je parlerai en priorité de la guerre à Gaza, mais aussi d'en montrer à quel point elle peut être pour nous tous, lorsque nous voulons, en tant que citoyens ou en tant que professionnels, comprendre une crise internationale, à quel point elle peut nous servir aussi d'avertissement et peut-être ensuite de guide. Alors, il y a une réaction, je dirais, tout à fait naturelle pour le citoyen, c'est d'essayer immédiatement d'affirmer, de deviner qui a tort, qui a raison. Dans un conflit, je crois je ne connais pas beaucoup de commentateurs qui ne disent pas qui a tort, qui a raison. Eh bien ça, pour moi, c'est une erreur fondamentale. Commencer un conflit, l'analyse d'un conflit en disant il a tort, il a raison, c'est une erreur, ou plutôt c'est, je dirais, une approche totalement qui ne mène nulle part. Qui ne mène nulle part, je dirais, pour 2 raisons. D'abord parce que avoir tort ou avoir raison n'a jamais garanti d'être le vainqueur ou d'être le vaincu. Or, lorsque vous êtes dans une crise, lorsque vous êtes dans une guerre, votre objectif et l'objectif de tous les participants, c'est de la gagner. Et hélas, lorsque vous regardez le grand champ des désastres historiques, vous voyez bien qu'il arrive qu'on avait raison et que finalement on a été battu. Et donc dire un tel a raison, un tel a tort, cela peut peut-être vous satisfaire, mais ça n'a pas beaucoup de conséquences sur l'issue de la guerre. Le deuxième élément est qu'en réalité, quelle que soit par ailleurs votre opinion, vous ne pouvez peut-être même pas l'imaginer, mais lorsque vous avez 2 belligérants, lorsque vous avez 2 adversaires, ils sont convaincus l'un et l'autre d'avoir raison. Je ne vais pas invoquer la mauvaise foi sartrienne, mais c'est quelque chose d'extrêmement fort. Je suis totalement convaincu que Vladimir Poutine pense avoir raison et pense que nous avons tort. Et l'on pourrait étendre cela, je dirais, à tous les chefs d'État et tous les dirigeants. Et cela, il faut peut-être aller un peu plus loin, parce que chacun vit dans sa propre sphère cognitive. Et c'est là où vous avez besoin des experts, vous avez besoin des diplomates, c'est d'essayer pour anticiper, pour essayer d'anticiper ce qui peut arriver. Vous devez essayer de pénétrer, au fond, la sphère cognitive de l'autre. Et en vous disant, et ça, il faudrait quasiment le mettre sur l'écran, expliquer n'est pas justifier. Je ne connais pas, par exemple, je n'ai jamais rencontré, et ça doit exister, je n'ai jamais rencontré de Russes qui considèrent que vraiment l'Ukraine est un pays indépendant. Ça ne veut pas dire que tous les Russes veulent l'invasion de l'Ukraine, mais c'est quand même un élément que nous devons prendre en compte. Je connais très bien Israël, où j'ai passé, pour la France, j'ai passé 7 ans de ma vie. Il est évident qu'Israël est un pays d'une certaine manière, et je le dis d'une certaine manière paranoïaque. C'est-à-dire c'est un pays sur lequel pèse le plus grand des malheurs, qui ait jamais frappé un peuple. Et en plus, c'est non seulement l'horreur absolue de l'Holocauste, mais c'est aussi des siècles de persécution. Le peuple juif a eu derrière lui une longue liste, une théorie de martyrs. Et donc ça, c'est aussi un élément. C'est-à-dire vous avez un peuple qui vit profondément dans la crainte que ça se reproduise. Ce ne sont que des exemples. On pourrait l'étendre à d'autres. Hein. Si vous êtes chinois, mettez-vous à la place d'un général chinois à Pékin. Il regarde la carte.
c'est toujours intéressant de regarder une carte géographique en vous mettant d'un autre point en vous mettant à vous voyez, à Pékin. Vous regardez toutes les frontières de la Chine et vous vous dites, elles sont soit déstabilisées, soit fragiles, soit entourées de pays plus ou moins hostiles. Donc, si vous étiez un général chinois, quelles conséquences en tireriez-vous? De nouveau, ça ne veut pas dire que vous devez approuver cette réaction, puisque vous êtes en charge des intérêts de la France, mais ça permet sans doute de comprendre, d'anticiper, et peut-être aussi de bien interpréter, parce que le problème, un des problèmes centraux des relations internationales, c'est que tout mouvement défensif est vu comme un mouvement offensif de l'autre côté. Et donc, il faut peut-être aussi essayer chaque fois de dire pourquoi la Chine veut contrôler la mer de Chine du Sud. Vous pouvez voir ça comme étant une sorte de... C'est une violation du droit international, j'en suis d'accord. Vous pouvez voir ça comme étant une sorte d'agression chinoise. Vous pouvez vous dire aussi, bah oui, c'est par là que passe l'essentiel de l'approvisionnement énergétique de la Chine. Et donc, d'un point de vue stratégique, ça peut avoir un sens chinois défensif de s'en assurer le contrôle. Je donne des exemples assez différents, mais dont je voudrais que la leçon soit essayons de se mettre dans les chaussures de l'autre. Essayons de voir le monde de l'autre côté. Et y compris lorsque l'autre côté est méchant. Parce que lui ne se voit pas méchant. Hein, c'est une évidence. Donc, pourquoi Poutine envahit l'Ukraine? Pourquoi Netanyahou mène cette campagne? Ça ne suffit pas de dire que ce sont des brutes. Parce que là, vous n'avez rien dit. Hein. Ça vous fera plaisir de le dire, ça fera plaisir en prenant l'apéritif, mais ça ne mène nulle part. Il est donc beaucoup plus intéressant de vous mettre justement toujours de dire pourquoi, et donc à la fois pour comprendre ce qui s'est passé et pour essayer aussi d'anticiper ce qui peut se passer, anticiper ce qui peut se passer. Alors, lorsque vous essayez de faire cette analyse, lorsque vous avez devant vous Benjamin Netanyahou, puisque c'est notre sujet, ou Vladimir Vladimirovitch Poutine, pour procéder à cet examen, à cette analyse, vous devez d'abord vous débarrasser, surmonter plutôt de nombreux obstacles. Le premier, et ces obstacles, d'une certaine manière, je le disais au général, le conflit israélo-palestinien est aussi intéressant de manière méthodologique parce qu'il réunit quasiment tous les obstacles auxquels, en général, l'analyste d'une crise internationale, tous les obstacles qu'il doit surmonter, tous les types d'obstacles, et de surcroît, je les dirais, à une puissance extrêmement élevée. La première, j'en parlais, le colonel en parlait, la première, c'est évidemment l'émotion. C'est vrai que je peux parler, d'un côté, vous pouvez me dire, oui, il parle analytique, il parle de l'œil froid de l'analyste, mais il y a des êtres humains qui souffrent. À Boutcha, il y a eu des atrocités commises par les Russes. Il y a des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont tués à Gaza. Mais pourtant, vous devez vous laver de ces émotions, parce que, justement, elles sont un obstacle à l'analyse. Alors, et en plus, c'est compliqué, parce que cette émotion, vous ne devez pas l'oublier. Parce qu'évidemment, nous vivons dans un monde où les opinions publiques jouent un rôle important, d'autant plus que nous sommes une démocratie et que les pays occidentaux sont des démocraties. Et donc, nous devons aussi tenir compte des émotions. Et j'aurais une tendance parfois à dire, faisons cela. Par exemple, si vous me posiez la question de la reconnaissance de l'État palestinien, d'un côté, je vous répondrais en termes analytiques, cette reconnaissance ne changerait rien sur le terrain, elle n'a aucune conséquence pratique, donc c'est uniquement une question de posture, mais peut-être, en y réfléchissant, j'irais jusqu'à dire peut-être que pour l'opinion publique française, ce serait peut-être positif de procéder à ce pas.
je dis peut-être, hein, je n'ai pas de position très affirmée, mais pour vous donner donc un exemple, nous sommes obligés aussi de tenir compte des émotions, mais si vous êtes l'analyste, vous devez se dire, bon voilà, l'émotion, c'est l'opinion publique. Moi, je ne suis pas l'opinion publique, j'essaye donc d'analyser la situation sans émotion. Or, le colonel le disait de nouveau, et cela depuis très longtemps, je traite ce conflit donc depuis maintenant 40 ans, plus de 40 ans, j'ai toujours été stupéfait par l'intensité de l'émotion et des passions que suscite le conflit. À l'époque, c'était israélo-arabe, maintenant c'est israélo-palestinien. Je ne dis pas que tout conflit est atroce et toute vie humaine est sacrée, mais j'ai aussi traité les problèmes du Congo, de la République démocratique du Congo, et il y a eu, au cours des 20 dernières années, dans l'indifférence totale des opinions publiques, sans doute plus d'un million de victimes. En Syrie, nous avons eu sans doute 500 000 victimes, au Yémen 200 000, et on n'a pas manifesté pour ces victimes, d'ailleurs, j'allais dire avec la même intensité ou la même passion. En réalité, on n'a pas manifesté du tout sur ces conflits. Alors, quelle peut en être l'explication? Je n'en sais rien, et d'une certaine manière, ce n'est pas très utile de le savoir. Il faut simplement en tenir compte. Il y a un potentiel d'émotion, et ce potentiel d'émotion a été porté à incandescence, si j'ose dire, par les événements de Gaza. Donc les passions, les émotions, alors en plus chacun porte des passions ou des émotions particulières, parce que selon votre religion, vous pouvez éventuellement sentir avec plus ou moins de solidarité avec un ou deux des belligérants. Et en ce qui compte Jérusalem étant en plus la capitale, au moins une ville sainte pour les trois religions abrahamiques. Deuxième obstacle à surmonter, c'est l'histoire. Alors les Français adorent l'histoire, nous ressassons l'histoire en permanence, et alors là, quel plus beau lieu que la Terre Sainte où l'histoire s'étend sur 5000 ans. Alors là où tous les grands empires, depuis la Perse achéménide jusqu'à la Grande-Bretagne de George VI, sont passés. Là, vraiment, c'est un paradis pour les historiens, et donc vous pouvez trouver des justifications historiques à peu près pour tout. Et donc, une des justifications historiques de l'État d'Israël, vous le savez, est l'existence des royaumes juifs qui, de manière plus ou moins, d'ailleurs, continue, plutôt moins que plus, ont existé en gros entre le Xe siècle avant Jésus-Christ et le premier siècle après Jésus-Christ, avec des disparitions et des recréations sous des formes différentes. Donc, et inversement, évidemment, vous avez aussi Saladin qui est passé par là. Tout le monde est passé par Jérusalem, et donc l'histoire est là. Et rappelez-vous par exemple, la justification russe de l'occupation de la Crimée. Je suis sûr que certains d'entre vous disent la Crimée a toujours été russe. Pas du tout. La Crimée est devenue russe en 1783, ce qui n'est quand même pas très... Et à l'époque, elle était peuplée en très grande majorité de musulmans. C'était un État tatar. Et savez-vous quand est-ce que les Russes sont devenus majoritaires en Crimée? En 1944. Et pourquoi? Parce que notre bon ami Joseph Staline avait déporté en une nuit 200 000 Tatars de Crimée et les avait envoyés dans les steppes de l'Asie centrale. Alors, 1783, voilà. Et si vous vous lancez, et si vous réfléchissez à cette notion de légitimité historique, vous vous rendez compte qu'au fond, elle est absurde, parce qu'elle dépend de l'année que vous choisissez. Par exemple, quelle est la légitimité historique de la France en Alsace? Alors, je peux le dire d'autant plus que j'ai une arrière-grand-mère qui a quitté l'Alsace pour rester française. Donc, les Alsaciens ne s'inquiètent pas. L'Alsace, Strasbourg, est français depuis 1681.
puis a été français jusqu'en 1871, puis n'a plus été français. Quelle est la légitimité? Qui est le légitime en Alsace? Et l'on peut poser la question partout. Vous savez que, d'autant plus que Perpignan, 1659, Perpignan a toujours vécu, tourné vers, jusqu'en 1659 en tout cas, tourné vers Barcelone. C'était le monde catalan. Et en réalité, si vous regardez l'histoire, vous vous rendez compte que, suivant la date que vous choisissez, vous aboutissez à des légitimités totalement différentes. Les droits historiques n'en sont pas. L'histoire ne donne aucun droit. Parce que cette histoire, vous pouvez non seulement, comme je le dis, vous choisissez la date en disant « Ah ben non, la légitimité en Alsace, elle est déterminée à partir de 1648, le traité de Westphalie ». Vous oubliez auparavant 1000 ans d'Alsace germanique, ou vous pouvez également manipuler l'histoire. Parce que cette histoire, en réalité, c'est dans chaque pays, on apprend, c'est le roman national. Chaque pays, et c'est vrai que par exemple les Russes sont convaincus que la Crimée a été de tout temps russe, ce que, comme je le disais, ce qui n'est pas le cas. Et nous sommes totalement convaincus que tous les Alsaciens voulaient devenir français, ce qui en 1648 n'était certainement pas le cas. Nous sommes des conquérants, nous avons été des conquérants en Alsace, nous avons été des conquérants à Lille. Les Lillois ne voulaient pas de nous. Donc, méfions-nous de l'histoire. N'essayons pas de sortir, parce que, comme je vous le disais, est-ce qu'on va aller dire, ah ben, mais savez-vous qu'en 900 avant Jésus-Christ, vous aviez Salomon, la reine de Saba, etc., c'est-à-dire il y a quand même 30 siècles, et donc ça nous donne un droit historique. Et je ne plaisante pas, parce que c'est certains qui le font, du côté israélien. Vous savez, l'archéologie est très intéressante, parce que évidemment, dans cette zone, vous creusez, et si vous creusez plus ou moins profond, vous avez à peu près 5, 6, 7 couches différentes d'empires différents. Alors, pendant longtemps, les archéologues israéliens avaient une tendance de creuser, de s'arrêter lorsqu'ils arrivaient au niveau des royaumes juifs, et de faire leur archéologie avec la Bible à la main. Alors, évidemment, si vous avez la Bible à la main, vous reconnaissez immédiatement ce que la Bible dit. Je vous conseille, je ne sais pas, sont parus en France un certain nombre de livres traduits d'un très grand archéologue israélien qui, lui, fait sa recherche et ensuite ouvre la Bible, qui s'appelle Israël Finkelstein. Il a 2 ou 3 livres ont été publiés dans la collection Folio, et donc il revient sur tous ces éléments, il revient d'une certaine manière, sur l'archéologie politique. Donc, autre conseil, c'est là aussi, ce n'est pas ignorer l'histoire, parce qu'il faut savoir la lecture que font les belligérants de l'histoire, parce qu'ensuite, cela peut avoir évidemment une conséquence, ça annonce une politique. Mais ne croyez pas que l'histoire va définir des droits, ce n'est qu'un argument de séance. Troisième élément, et là aussi on est quand même dans une zone c'est comme les zones un peu telluriques, hein, on est dans une zone dangereuse de ce point de vue-là, c'est évidemment la religion. Vous avez quand même, d'un côté, vous avez certains qui disent qui voient dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, qui voient dans l'Ancien Testament une sorte d'acte notarié par laquelle le dénommé Dieu cède au dénommé Abraham et à ses successeurs la terre sainte. Et je ne plaisante pas, hein, certains invoquent la Bible dans ces termes. Et de l'autre, vous en avez certains qui disent « Ah oui, mais depuis le dôme du Roc, notre prophète est monté au ciel sur sa jument blanche. » Et donc là, lorsque vous avez ce genre d'argument, alors soit vous laissez les religieux se régler leurs questions ensemble, entre eux, mais en tout cas, le diplomate n'a aucune activité possible, aucune action possible. Vous savez, je suis allé, vous connaissez, on peut en parler, le problème de la colonisation israélienne en Cisjordanie, et je vais y revenir tout de suite.
Donc je me suis rendu en Cisjordanie et il y a un certain nombre de jeunes colons qui sont des colons français. Et un jeune colon me dit, en tapant du pied, en me disant cette terre, Dieu me l'a donnée. Et oui, alors, si Dieu vous l'a donnée, évidemment, vous n'allez pas la céder. Et là, le diplomate, évidemment, rentre chez lui et prend un whisky en disant mon Dieu, si j'ose dire, mon Dieu, ça va très très mal. Et donc, du point de vue de la religion, vous avez donc Jérusalem. Alors, les chrétiens ont perdu. Les chrétiens ont perdu. Ils sont pris entre l'enclume et le marteau, et peu à peu, leur présence s'effiloche. Mais vous avez donc le problème très particulier posé par la Cisjordanie. Ben Gurion, comme vous le savez, les Israéliens ont occupé la Cisjordanie au moment de la guerre des 6 jours en 1967. Et jusque-là, elle était occupée par la Jordanie. La communauté internationale n'avait absolument pas reconnu, je vais boire à la bouteille, ce qui est vraiment, c'est épouvantable pour un ambassadeur. Excusez-moi, je commets, si ma mère me voit de là-haut. La prochaine fois, un verre, mon colonel. Et donc, la religion, la Cisjordanie, a été occupée par Israël au moment de la guerre des 6 jours. Et Ben Gurion, qui était le Premier ministre d'Israël, avait dit si nous ne partons pas tout de suite, nous ne partirons jamais. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la Cisjordanie, c'est la terre de la Bible. C'est-à-dire que l'aventure de la Bible, elle ne s'est pas faite sur les plages de Tel Aviv, elle s'est faite en Cisjordanie. Et donc, immédiatement, vous avez eu des juifs religieux qui se sont précipités en Cisjordanie, la Bible à la main, et qui ont identifié tous les lieux de cet Ancien Testament qu'ils connaissent, évidemment, qu'ils connaissent par cœur. Et quand même, c'est pas encore un verre, mais bon, c'est vraiment, c'est quand même mieux que la bouteille. Bravo, mon colonel. Oui, parce qu'à la grande époque, j'aurais eu droit au cristal et au whisky. Et donc, vous avez eu en Cisjordanie une sorte de liaison absolument mortifère entre, d'un côté, le nationalisme israélien. On a conquis cette terre, et on avait été victime de l'agression jordanienne, et la religion disant mais cette terre, elle nous a été donnée. Et là, il y a eu une sorte de transmutation religieuse qui rend d'autant plus difficile toute idée de compromis territorial, parce que, comme je vous le disais, vous avez ces colons qui s'installent en Cisjordanie, dont une minorité, en tout cas, considère qu'ils accomplissent le dessein divin et qu'ils préparent le retour du Messie. Donc, là aussi, vous devez, d'une certaine manière, faire taire les religieux, ce qui est toujours un bon conseil, et j'aime bien choquer de temps en temps, pour voir, au fond, le champ de bataille tel qu'il est. Alors, donc, ce conflit, première chose, c'est un conflit qui a en gros un siècle. Parce que certains voudraient en faire une sorte de grands gestes remontant, comme je le disais, à Salomon ou David. Non, le dernier État juif a disparu c'est les Romains qui l'ont fait disparaître au 1er siècle. C'est, vous rappelez, pour ceux qui ont écouté les évangiles ou qui les ont lus, Tétrarque de Galilée, etc. Vous avez les titres de ces princes qui étaient des princes juifs sous protectorat romain en Terre Sainte. Et puis vous avez évidemment Hérode le Grand pour les historiens, mais pas pour la Bible. Vous avez donc, mais à partir du 1er siècle, non seulement d'ailleurs il n'y a plus d'État juif, mais vous le savez, à la suite de la révolte juive contre Rome en 135, sous Hadrien, les Romains même interdisent la présence des Juifs à Jérusalem. Ils reviendront, ils y reviendront.
Mais ensuite, pendant quasiment 1700, 1800 ans, vous n'avez pas de présence étatique, il n'y a pas d'État juif et il n'y a pas d'aspiration à créer un État juif en Terre Sainte. Il y a des juifs en Terre Sainte. Selon le recensement ottoman de 1880, sur à peu près une population d'un demi-million d'habitants en Palestine, vous avez à peu près entre 3 et 5% de juifs qui sont en particulier concentrés dans 2 villes, Jérusalem, où à certains moments ils constituent la majorité de ce qui est une petite ville de la province, de province ottomane, et l'autre ville sacrée qui est Safed. Et donc c'est à partir des années 1880-1890 que va se poser, que va naître un petit peu cette question, la question qui nous amène au conflit d'aujourd'hui, et qui est très clairement le fruit de l'antisémitisme européen. Il y a à la fin du XIXe siècle, en particulier en Russie, le développement d'une violente politique antisémite, pogrom est un mot russe, c'est l'époque des pogroms, c'est aussi l'époque des mesures discriminatoires qui sont prises à l'encontre des juifs au sein de l'Empire russe. Vous savez, il y avait une zone qui s'appelait le Palais, qui avait une zone où les Juifs étaient obligés de vivre dans l'Empire russe. Théoriquement, ils ne pouvaient pas être à Saint-Pétersbourg ou à Moscou sans une autorisation spéciale. Et c'est la raison pour laquelle l'Ukraine, par exemple, a été à la fin du XIXe siècle une zone de population avec une population juive importante. Donc, face à ces persécutions, vous avez à peu près entre 1880 et... Alors, c'est à la fois les persécutions, puis les problèmes économiques, la Première Guerre mondiale, avec les troubles qui suivent. Vous avez en gros, entre 1880 et 1930, vous avez à peu près 3 millions de Juifs qui quittent l'Europe, qui quittent l'Europe de l'Est, qui quittent la Pologne et la Russie essentiellement. Et sur ces 3 millions, vous en avez 2 300 000 qui vont aux États-Unis. Vous en avez 500 000 qui vont en Europe occidentale et vous en avez 200 000 qui vont en Palestine. C'est-à-dire en 1930, vous avez 170 000 juifs en Palestine sur une population à peu près d'un million d'habitants. Et ce qui va arriver à partir de 1931, donc 174 000 juifs en Palestine en 1931, c'est évidemment, à partir de 1931, d'un côté, les États-Unis se ferment à l'immigration, de l'autre, c'est évidemment la montée de l'antisémitisme en Europe orientale, pas seulement en Allemagne. Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933 et immédiatement met en place des mesures antisémites discriminatoires, mais vous avez aussi en Pologne, en Hongrie, qui sont évidemment des pays de peuplement juif important, se met en place là aussi une violence antisémite. Et vous avez donc des centaines de milliers de juifs éperdus qui ne savent pas où aller. Et c'est à partir de là que se développe rapidement la colonisation juive en Palestine. On passe de 170 000 juifs en 1931 à 450 000 en 1939. Donc on peut dire que le sionisme, c'est aussi le fruit de l'antisémitisme européen et également l'indifférence américaine. Cette montée finalement, la création d'Israël est en grande partie, il faut bien dire, le fruit des péchés des Européens. 450 000, donc, et ensuite vous connaissez un petit peu, vous connaissez l'histoire. La décision 450 000 juifs en 1939, les Anglais interdisent quasiment à peu près l'immigration juive, et néanmoins, étant donné la tragédie européenne, vous avez quand même des immigrants qui réussissent à arriver, et vous avez en 1947-48 à peu près entre 600 et 650 000 juifs en Palestine, au moment où l'Organisation des Nations Unies décide de la partition de la Palestine, de la province
de la province ottomane de Palestine entre un État juif et un État arabe, avec Jérusalem comme ville internationale. Les pays arabes refuseront la partition et ce sera le début des guerres, du cycle des guerres qui nous mène jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire, dans mon livre, j'en parle avec évidemment beaucoup plus de détails. Je pourrais vous la raconter d'un point de vue israélien et d'un point de vue palestinien. Il y a deux narratifs qui sont totalement cohérents et qui s'excluent l'un l'autre. Vous avez deux souffrances qui se font face. Et là, je reviens sur ce que je vous disais. Dire qui a raison, qui a tort, d'abord, je pense que si l'on connaît bien l'histoire, c'est à peu près impossible. Mais je suis sûr que, néanmoins, certains d'entre vous disent « mais non », et je sais déjà leur argument. Je pourrais vous donner les arguments israéliens et les arguments palestiniens pour dire que, voilà, quelqu'un a raison ou quelqu'un a tort. De nouveau, ce n'est pas parce que vous direz que les Israéliens ont raison qu'ils vont quitter la Palestine, et ce n'est pas parce que vous dites que les Palestiniens ont tort que les Palestiniens vont... voilà, de toute façon, nous sommes dans une situation à un temps T, et cette situation à un temps T, c'est 7 millions de Juifs et 8 millions de Palestiniens entre la fameuse mer et la rivière, le fleuve, c'est-à-dire entre la mer Méditerranée et le Jourdain. C'est ça la réalité, et dire que on est arrivé par là à cause des fautes des uns et des autres. Il y a eu des erreurs et des crimes des deux côtés. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, il faut les surmonter. Vous savez, la meilleure manière de comprendre Israël, c'est peut-être de lire un livre qui pour moi est un des plus grands romans. C'est pas un roman d'ailleurs, des mémoires. C'est les mémoires de Amos Oz. C'est le livre qui s'appelle « Une histoire d'amour et de ténèbres ». C'est un livre somptueux. Il y a une très grande littérature israélienne. Et dans ce livre, Amos Oz, donc, qui est un écrivain qui est mort il y a quelques années, raconte un petit peu sa vie comme enfant dans la Jérusalem britannique, du mandat britannique, et puis ensuite les débuts de l'État d'Israël. Et un jour, donc, il a 15 ans, c'est au moment de la guerre d'indépendance, et donc le jeune Amos Oz, qui est issu d'une famille de la droite nationaliste à l'origine, donc a son fusil sur l'épaule et garde un champ, une installation agricole, un potager plus exactement. Il a 15 ans et il est avec un sioniste plus âgé. Et il a 15 ans, donc il roule les épaules, il en rajoute, et à un moment, son interlocuteur, le sionisme plus âgé, lui dit « mais bon, calme-toi ». Et il lui dit « mais franchement, si tu étais palestinien, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais vu débarquer ces blonds aux yeux bleus qui parlent yiddish ou russe? Évidemment que tu aurais pris ton fusil pour leur tirer dessus. » Et il dit « mais moi, de mon côté, dit-il, je n'ai nulle part ailleurs allé. » Et en 1946-47, il n'y avait nulle part ailleurs allé, et donc je suis obligé de me défendre. Et au fond, dans cette anecdote, vous avez, je dirais, en tout cas ma philosophie de la compréhension de ce conflit, c'est deux peuples pour une même terre. C'est une tragédie grecque au sens le plus profond du mot. Je comprends très bien que lorsque les Palestiniens ont vu débarquer justement des Juifs blonds parlant yiddish ou russe et qui leur ont dit on était là il y a 18 siècles, je comprends très bien que le Palestinien se soit dit c'est pas possible, je leur tire dessus. Mais inversement, si j'étais le Juif dont le village a été l'objet d'un pogrom par les Cosaques sous l'Empire russe, ou le Juif dont toute la famille a été anéantie par les Allemands et leurs complices, eh bien, je comprends aussi qu'en désespoir de cause, ayant tout perdu, il soit arrivé un jour en 1946 ou en 1947 à Haïfa ou à Jaffa.
Et je comprends aussi tous les juifs qui ont été chassés des pays arabes, on les oublie souvent, 600 000 juifs ont été chassés des pays arabes en 48, 49, 50. Eh bien oui, où voulez-vous qu'ils aillent? Ils sont allés en Israël. Et donc c'est à partir de cette réalité. Alors je sais bien, vous pouvez dire, mais vous voyez bien, les Palestiniens payent les crimes des Européens. Oui. Vous voyez bien, les Israéliens ont subi les crimes des Européens et n'avaient plus d'autre solution. Oui. Mais ça ne fait pas de nouveau tort ou raison. Ils sont là. Ils se prennent à la gorge parce que les deux se disent c'est leur terre, les deux se disent c'est ma survie qui est en jeu, et nous devons essayer de résoudre ce conflit. Alors en réalité, avant le 7 octobre, la communauté internationale, sans le dire, considérait que le conflit était résolu. En gros, l'idée, plus personne d'ailleurs, il n'y avait plus aucune tentative de résoudre le conflit israélo-palestinien. Vous savez que Joe Biden a été le premier président américain depuis 50 ans à n'avoir pas pris d'initiative pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Et du côté des Européens, c'était aussi l'apathie. La conclusion était claire, Israël a gagné. Et le statu quo, c'est-à-dire un statu quo qui en réalité évidemment est favorable à Israël, avec de temps en temps des bouffées de violence, eh bien ça, c'est à défaut d'une solution, d'une vraie solution, d'une bonne solution, c'est comme ça c'est à ça qu'a abouti le conflit. Quand j'étais plus jeune, lorsque j'avais des consultations internationales, le conflit israélo-palestinien était le sujet 2 ou 3. Il y a 30 ans, de l'ordre du jour de la réunion. À la fin de ma carrière, le sujet israélo-palestinien était le sujet 13-14, c'est-à-dire le sujet qu'on n'aborde jamais. C'est fini, c'était fini. Il n'y avait pas de solution possible si ce n'était ce compromis, ce modus vivendi, finalement, assez confortable pour les Israéliens et beaucoup moins pour les Palestiniens. Et donc le 7 octobre a remis évidemment le conflit sur la table. Et donc vous êtes tous prêts à dire « Ah ben voilà, plus rien ne peut être comme avant ». Eh bien là, moi je dois vous avouer, d'abord parce que je suis français, donc par définition pas optimiste, c'est ma nature, hein, mais je me demande en réalité si cette tragédie, par son ampleur, et là je peux, enfin c'est peut-être pas la première fois que je vous choque, mais je peux peut-être vous choquer, mais je me demande si cette tragédie, malgré son ampleur, est-ce qu'elle va vraiment changer les choses? D'abord, oublions la négociation. Il est évident qu'Israël ne va pas négocier avec le Hamas après les atrocités du 7 octobre. De toute façon, le gouvernement israélien ne veut pas négocier. Vous pouvez dire, oui, mais Netanyahou risque de perdre le pouvoir. Pour le moment, il est au pouvoir. Il a une majorité d'extrême droite et même d'ultra-droite. Et il ne veut pas négocier. Donc vous avez déjà quand même le problème. Les belligérants ne veulent pas négocier. À part le Hamas, on ne voit pas quelle est l'autorité qui pourrait représenter les Palestiniens. La soi-disant autorité palestinienne, on le sait bien, n'a pas fait face à des élections depuis 2006. Et d'ailleurs, les avait perdues. Et elle est corrompue, inefficace et certainement pas représentative. Ensuite, vous avez quand même le parrain de toute négociation, les États-Unis. Les États-Unis sont en campagne électorale. Et pour Joe Biden, ce conflit est un désastre. Parce que Joe Biden se retrouve piégé entre, d'un côté, sa gauche qu'on découvre pro-palestinienne, et de l'autre côté, la majorité du peuple américain qui reste fermement pro-israélien. Et on voit donc une diplomatie américaine essayer de concilier la chèvre et le chou. Et quand on essaye de conduire cette politique, croyez-moi, j'en ai l'expérience, on mécontente tout le monde et c'est un échec. Et donc, voilà, donc on a des États-Unis qui ne vont certainement pas lancer une grande initiative de paix qui, de toute façon, conduirait tôt ou tard à une confrontation directe avec Israël. Et donc, vous avez cette situation. Et puis, d'un point de vue géopolitique, vous pouvez vous dire, ah oui, mais la situation ne sera pas comme avant. Mais la situation, en termes géopolitiques, n'a absolument pas changé.
les monarchies du Golfe restent fermement les alliés d'Israël. C'est un fait. Ils n'ont même pas rappelé leurs ambassadeurs à Tel Aviv. Parce que, comme vous le savez, le Hamas est aussi autant l'ennemi d'Israël que des monarchies du Golfe. Le Hamas, c'est les frères musulmans, c'est une menace existentielle pour les régimes des monarchies du Golfe. Les monarchies du Golfe, en réalité, espèrent qu'Israël éradique le plus rapidement possible le Hamas. Et donc, l'équilibre géopolitique, de ce point de vue-là, vous savez, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, les monarchies du Golfe et Israël ont un ennemi commun qui est l'Iran. Et donc, cette alliance reste là. Les autres pays arabes ne pèsent pas. L'Irak, grâce à nos amis américains, qui l'ont détruit. La Syrie, parce qu'elle est enfoncée dans une guerre civile depuis 2011. Et l'Égypte, parce qu'elle dérive dans une éternelle crise économique et sociale. Et donc, je pourrais argumenter, même sans whisky, je pourrais argumenter que, finalement, qu'est-ce qui va changer ? Si cette guerre s'achève, mon pari serait plutôt le retour au statu quo ante. C'est-à-dire, voilà, on a toujours la bande de Gaza, des incidents tous les 3 ou 5 ans. Aussitôt, tout le monde se précipite. On parvient à un armistice ou à une cessation des hostilités. Parce qu'en réalité, on découvre un peu Gaza, mais il y a eu des incidents autour de Gaza, si je ne m'abuse, en 2008, en 2011, en 2014, en 2018. La différence de 2023, c'est, si j'ose dire, le succès, entre guillemets, évidemment, le succès de l'attaque du Hamas. C'est le fiasco sécuritaire israélien. C'est ça qui est nouveau. Mais il n'y a pas vraiment de différence entre ces attaques répétées que le Hamas lançait depuis Gaza et qui, à chaque fois, conduisaient à une explosion de violence d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, jusqu'à ce que les services égyptiens négocient un nouveau cessez-le-feu. Et donc, d'un point de vue, je dirais, hypothétique, pour le moment, je pense que l'hypothèse risque d'être le retour à un statu quo avec en plus Gaza rasé, des dizaines de milliers de morts et le Hamas toujours en contrôle du territoire. Alors vous allez me dire que tout ceci n'est pas bien, tout ceci est assez triste et je suis prêt à vous le dire, à l'avouer. Mais est-ce que l'on peut espérer sortir de ce cycle, il faudrait, je dirais, des deux côtés. Il faudrait des deux côtés qu'apparaisse une nouvelle génération. Il faudrait qu'apparaisse une nouvelle génération palestinienne. Parce que une des erreurs, sans doute, des accords d'Oslo, vous savez, les accords d'Oslo qui ont permis à Arafat et aux Palestiniens de reprendre le contrôle de 60% de la Cisjordanie, ça a été d'amener en Cisjordanie Arafat avec tout son appareil de l'OLP, et cet appareil a pris le contrôle de la Cisjordanie en excluant les Cisjordaniens de ce pouvoir. Et donc... Or, cette population de Cisjordanie, qui souffre quand même de cette occupation qui dure depuis 60 ans, est-ce qu'on peut la faire parler ? Vous savez, moi je connais assez bien ces Palestiniens de Cisjordanie qui en ce moment subissent une violence incontrôlée des colons d'ailleurs. Vous savez, tous ces gens, ils sont tous bilingues. Hein. Le soir, ils regardent la télévision israélienne, qui est quand même plus intéressante que la télévision palestinienne. Ils parlent les 2 langues. Et donc, ils savent ce que c'est qu'une démocratie. Donc, est-ce qu'on peut, au fond, donner la parole ? Et dans la bande de Gaza, vous imaginez, il est assez facile d'imaginer que la population est absolument révoltée contre ce que lui a infligé finalement le Hamas. Est-ce qu'on peut faire voter ces gens ? Est-ce qu'on peut faire apparaître une représentation palestinienne ? Les Palestiniens, alors évidemment, les Israéliens disent, en se référant au Hamas, vous voyez, ils veulent nous détruire, mais les Palestiniens savent bien qu'ils ne détruiront jamais Israël. Donc ils ont atteint un point un peu de désespoir dans leur faiblesse. Et du côté israélien, c'est la question, est-ce que Israël réussira à dominer sa victoire ?
Vous savez, pour arriver à quand vous êtes un diplomate, quand vous avez on arrive à la paix lorsque le vaincu accepte sa défaite, mais il faut aussi que le vainqueur surmonte sa victoire. C'est-à-dire que le vainqueur offre au vaincu des conditions qui soient des conditions relativement honorables, sinon le désespoir conduit à la poursuite indéfinie de la guerre. Et donc c'est une question qui est posée aujourd'hui également à la population israélienne. Alors je dis aujourd'hui, c'est le mauvais moment, parce que comme vous pouvez l'imaginer, après le 7 octobre, l'opinion publique israélienne est chauffée à blanc, et ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va accepter la création d'un État palestinien qui serait à 14 km de Tel Aviv. Mais peut-être donc, après la fin de sa tragédie, j'essaye d'être optimiste, peut-être qu'à la fin de cette tragédie, on réussira justement des deux côtés, que des nouvelles générations parviennent à un compromis. Ce compromis, en plus, nous pourrions en 15 minutes le mettre sur une table. Ces deux États, on le sait bien, deux États avec frontières tracées sur la base de la ligne de l'armistice de 49-67, avec sans doute des modifications un peu à la marge. C'est un État, Jérusalem, capitale des deux États, l'accès de Jérusalem garanti à toutes les religions, la démilitarisation de l'État palestinien. Et on voit bien, c'est à peu près, ce sont les conditions. Et après, il faut évidemment mettre tout cela en musique. Mais je continue à croire que c'est la seule solution. En état analytique, s'il n'y a pas deux États, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un État unique, soyons clairs, c'est impossible. Un État unique, c'est la fin d'Israël en tant qu'État juif. Ce sont deux populations qui sont profondément différentes, qui se haïssent, qui sont en guerre depuis un siècle. Vous n'allez pas les faire coexister dans le même État. Je sais bien que ça paraît merveilleux, mais là, vraiment, il faut croire au conte de fées. Et sinon, la troisième solution, c'est le statu quo, c'est-à-dire cette domination d'Israël sur la Cisjordanie, avec un grignotage de la Cisjordanie par la colonisation. C'est une bande de Gaza dont on disait qu'elle était une prison à ciel ouvert, et maintenant elle sera plutôt une cellule totalement fermée. Cela vous paraît un scénario cauchemardesque, mais c'est un scénario, vous savez, l'histoire est pleine de cauchemars, en particulier au Moyen-Orient. Merci.